Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre information de 19 heures. Notre invité de ce soir, M. Jacques Inoc, président de la Ligue de judo de Guadeloupe. Bonsoir, M. Jacques Inoc. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une opération réussie concernant la venue de l'équipe de France de judo? Le fait déjà d'avoir fait venir l'équipe de France après 26 ans, on a réussi. C'est un combat qui a été mené depuis longtemps avec Lucie Decos, qui est la marraine de cette tournée. On en est fiers. Ils sont repartis cet après-midi, ils étaient très contents. Merci beaucoup, nous aurons l'occasion de développer un peu plus tard dans ce journal. Mais tout de suite, voici les titres qui seront développés dans cette édition du jeudi 17 septembre. Les représentants du FSU ont été reçus en fin de matinée par le recteur. 17% des Guadeloupéens souffrent de l'obésité. Visite guidée dans le plus ancien musée de la Guadeloupe. Le journal, Nicolas Beaubrun. Les syndicats enseignants se sont mobilisés devant le rectorat ce matin. Certains professeurs étaient également en grève dans différents établissements de Guadeloupe concernant la réforme des collèges. En fin de matinée, ils ont rencontré le recteur de l'académie, Camille Galap. Un calendrier de formation est en cours d'élaboration. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Ils étaient une vingtaine ce matin devant le rectorat pour la première grève de l'année scolaire. Les enseignants syndiqués du FSU protestent contre la réforme des collèges qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016. Une réforme accusée de creuser les inégalités au lieu de les réduire. Que la loi elle était pleine d'ambition, elle était pleine de bonnes choses, et par contre le décret d'application il est complètement étriqué, il supprime des moyens et ça ne nous convient absolument pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en grève, parce que d'une part ce décret a été mis au journal officiel le lendemain d'une grève majoritaire, donc c'est une véritable provocation. En fin de matinée, les représentants syndicaux ont été reçus par le recteur. On a décidé de mettre en place un plan d'action, un plan de formation dans notre académie sur l'année 2015-2016, un plan de formation ambitieux qui va partir de la base sous forme de recherche-action, où on va pouvoir capitaliser tout ce qui est déjà fait dans l'académie pour pouvoir le mettre en œuvre de façon générale à la rentrée prochaine. Donc le plan de formation est vraiment très ambitieux au niveau national et au niveau local, et on va être en capacité de mettre en œuvre cette réforme, à mon sens, de façon quasi idéale. Un plan de formation attendu mais jugé insuffisant par le syndicat national des enseignements du second degré. Le recteur il est forcément très à l'écoute de ce qu'on a à dire. Il est très conscient qu'académiquement il y a des gros problèmes, puisqu'on nous parle de mettre en place des travaux en petits groupes avec les élèves, sauf qu'on n'a pas le bâti scolaire pour. Dans certains établissements on a 30 classes et 30 salles, donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place ces travaux en petits groupes, si ce n'est ouvrir encore plus tard les établissements scolaires qui sont déjà ouverts bien plus longtemps que la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des véritables problématiques, qu'il en a conscience. Lui il répond en disant qu'il va faire de la formation. On entend bien qu'il va faire de la formation, mais pour nous ça ne suffit pas, la formation ça ne suffit pas. Là il faut vraiment remettre en place des moyens humains, revoir le bâti scolaire, et après on pourra discuter d'une réforme qui tienne véritablement la route. Le SPEG, syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, partage certaines préoccupations des grévistes mais n'a pas appelé à faire grève. De son côté, l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, avait rencontré Camille Galap lundi dans l'après-midi. Un accord avait été trouvé, notamment sur la requalification d'un poste. Nous avons récupéré une possibilité supplémentaire au niveau du ministère pour avoir une requalification de poste de catégorie B en catégorie A. Et donc je me suis engagé à ce qu'on organise les choses dans les semaines qui viennent pour qu'au 15 octobre prochain, on ait acté cette possibilité-là. Au niveau national, selon le ministère, 16% des enseignants ont suivi le mouvement de grève, un tiers selon le syndicat national des enseignements du second degré. Un mouvement peu suivi, le taux de participation de la grève au niveau académique des enseignants de collège est de 7,9% et au niveau national, 16% de grévistes. Cette toute autre nouvelle à présent, cet accident sans gravité, une collision entre un poids lourd et un véhicule léger a eu lieu en fin de matinée, juste devant la caserne. Une seule victime est à déplorer, sans blessure grave, un accident qui a généré un embouteillage dans la zone de Providence. Une page de santé à présent, l'ARS. L'agence de santé craint une reprise de la dengue les semaines à venir. Les importants cumuls de pluie observés en août augmentent la prolifération de moustiques. Les pluies importantes ont également favorisé le développement d'Aedes theriorhynchus, l'un des moustiques les plus agressifs. Plusieurs communes de l'archipel sont concernées d'après l'agence. Le phénomène devrait s'amplifier et durer plusieurs semaines. Les précisions de Raja Kitou. Attention, la menace moustique sur l'île de Guadeloupe.
Après une période de sécheresse et de phénomènes cycloniques, les pluies abondantes ont fait leur grand retour. Conséquence, une recrudescence importante de moustiques domestiques. On a eu des mois très secs, voire exceptionnellement secs. Des records de sécheresse ont été battus. Et depuis quelques semaines, notamment du fait du passage de plusieurs ondes très actives, on a des cumuls pluviométriques qui sont très importants. On les trouve notamment dans les eaux saumâtres et la mangrove. De nombreux gîtes larvaires vont ainsi être mis en eau. Les déchets, les objets abandonnés, les encombrants métalliques ou encore les pneumatiques sont tous propices à la prolifération des moustiques. Pour le moment, la situation épidémiologique est calme. Cependant, la menace moustique ajoutée à une augmentation des températures pourrait voir revenir les maladies telles que la dengue ou le chikungunya. Le risque de développement de ces maladies est particulièrement élevé. Il faut donc dès maintenant, sans attendre que les chiffres augmentent, puisque la situation aussi bien de la dengue que du chikungunya est très calme, il faut déjà dès maintenant mettre en place les moyens de prévention qui sont bien connus de la population guadeloupéenne. La menace moustique pèse sur la Guadeloupe. Il ne faut pas attendre que les chiffres se dégradent. L'ARS conseille de rester prudent. Parlons de ce mal silencieux à présent. Selon la dernière étude de l'ARS, l'obésité progresse de manière inquiétante ces dernières années. Près d'un Guadeloupéen sur deux présente un indice de masse corporelle supérieur à 25 kg par mètre carré. 17% de la population en Guadeloupe serait obèse. Les spécialistes pointent du doigt la malbouffe et la restauration rapide. Les précisions de Richard Scott-Tamar. Lundi dernier, l'ARS publiait le premier baromètre de la santé guadeloupéenne. Il en ressortait que 17% des Guadeloupéens sont dans une situation d'obésité, contre 12% dans l'Hexagone. Mais là où le chiffre est le plus ahurissant, c'est que les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par l'obésité en Guadeloupe. La directrice de l'Observatoire de santé nous a expliqué cette tendance. Et effectivement, d'autres travaux de l'enquête Canary a montré effectivement qu'elles sont plus sujettes au diabète, à l'hypertension, à l'hypercholestérolémie, et elles sont également plus souvent en situation d'obésité. Donc dans cette enquête, c'était des données déclaratives, donc c'est sous-estimé, mais on a quand même 21% d'obésité chez les femmes, contre 12% au niveau national, et seulement 11% d'obésité chez les hommes guadeloupéens. Dans la rue, les Guadeloupéens ne sont pas vraiment surpris par cette annonce, bien au contraire. En fait, en Guadeloupe, il y a moins de moyens pour manger, il y a plus de fast food, et que les gens font moins de sport en Guadeloupe, et qu'en France, ils ont des moyens pour manger ou autre. Écoutez, moi je pense que l'obésité déjà, c'est un phénomène un peu national, hein. Voire même mondial, puisque c'est le problème de la malbouffe. Et je pense que la Guadeloupe n'est pas épargnée par ça. Et c'est sûr que tant qu'on on va pas améliorer un petit peu on fera pas attention à ce qu'on mange, on sera effectivement sujet à l'obésité. Oui, il y a un problème d'obésité. C'est dommage, mais il y a vraiment un problème d'obésité. Effectivement, on a délaissé nos produits locaux. C'est depuis 2009, la grève d'El-Capé, là, on a commencé à remanger nos légumes. Mais en principe, les jeunes n'aiment pas trop les ignames et tout ça. Chez les professionnels de la santé, même constat. L'obésité, de manière générale, elle est due tout simplement à un mode de vie qui est plus sédentaire, que ce soit en Guadeloupe ou dans les autres pays du monde, mais surtout sur un problème d'alimentation. Un problème d'alimentation parce qu'on a perdu certaines valeurs guadeloupéennes sur l'alimentation, sur les repas, et qu'on s'est un peu trop occidentalisé, si je puis me permettre, sur notre alimentation. Et qu'on a perdu certaines valeurs très locales, comme les anciens avaient l'habitude de le faire. Maintenant que le constat est fait, il ne nous reste plus qu'à observer si de réelles mesures vont être prises, tant au niveau des pouvoirs publics que de la conscience collective, pour endiguer cette tendance qui pèse sur l'état de santé des Guadeloupéens. Pas de problème d'obésité pour notre prochain sujet. Ils ont trouvé le remède pour conserver une bonne santé et combattre les mauvais kilos. L'équipe de France de judo est allée à la rencontre des judokas de l'outre-mer, tout juste après une belle prestation au récent championnat du monde. C'est cette priorité que s'était fixée l'équipe de France de judo à travers le programme d'une tournée anti-Guyane ambitieuse.
Chose promise, chose due, les champions se sont frottés à de jeunes licenciés plutôt déterminés. La preuve avec ce reportage d'Éric Pommier. Amandine Bouchard, catégorie moins de 48 kg, vice-championne d'Europe, ici terrassée par un jeune licencié de judo guadeloupéen. Ou encore ici, de haut sol, la triple championne du monde et championne olympique, Lucie d'Écosse, en grande difficulté face à une judoka lambda. Plus inquiétant, la triple championne du monde, Gévry Zeman, déséquilibrée par une débutante. L'équipe de France de judo, brillante au récent championnat du monde, a trouvé plus fort sur sa route, une classe biberon surdouée. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'une équipe de France de judo non pas affaiblie par un décalage horaire, mais venue en Guadeloupe à la rencontre d'une grande famille du judo guadeloupéen, rencontre qui s'inscrivait dans le programme d'une tournée anti-Guyane. Il y a 25 ans qu'une équipe de France n'avait pas foulé les tatamis de Guadeloupe. Cette grande famille de champions a tenu son pari, faire rêver la probable élite de demain. Ils nous le rendent bien, c'est-à-dire que nous, on fait juste que faire du judo, en fait, de partager un moment avec eux. Et puis, en fait, ils ont des grands sourires, ils nous regardent avec des yeux comme ça. Quand on fait la petite compétition et que on les laisse gagner, ils sont tout contents. Et il y a même une petite fille là qui voulait plus partir, qui pleurait, donc non, c'est super. Au programme d'une après-midi pas comme les autres, des démonstrations qui se sont enchaînées pour que les petits kimonos blancs assimilent les bons gestes techniques de la discipline. Ces gestes qui ont permis le palmarès élogieux de cette équipe. Cette notion de transmission, l'entraîneur de l'équipe féminine l'avait bien mise en avant lors de la conférence de presse de lundi dernier. L'intérêt, c'est surtout de partager, d'avoir de passer les messages auprès des jeunes judokas et surtout que nos champions sachent qu'aujourd'hui ils ne s'appartiennent plus, ils sont ambassadeurs de certaines valeurs éducatives qui nous sont chères dans notre discipline. Eh bien, ils ont un devoir d'exemplarité, eh bien, ils viennent partager justement avec les jeunes judokas entiers. Les bonnes choses ont une fin, puisque l'équipe de France s'envole demain, destination la métropole. Une équipe de France dont l'unique objectif désormais est de préparer assidûment les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Jacques Inoc, de retour sur le plateau. Concrètement, est-ce que la venue de l'équipe de France a apporté quelque chose ? Ça ne peut apporter que du bon, dans la mesure que nous partageons à la fois des aspects techniques, on partage aussi des ambitions. On défend aussi une politique sportive qui est la politique du judo dans les départements et territoires d'outre-mer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Fédération française de judo, elle reconnaît nos territoires par la création d'un poste au Conseil national pour la prochaine mandature. On peut dire que on ne peut qu'être satisfait de voir qu'il y a une mutualisation aujourd'hui entre le fédéral et les régionaux. Donc justement, cet échange peut favoriser une politique, accélérer le mouvement pour vous ? Ces échanges ne peuvent que nous permettre d'être majorés en nombre de licenciés parce que le poids des licences adjoints, c'est d'une importance capitale. Et après, c'est pour que nous puissions voir avec la direction technique la possibilité de venir élever le niveau de nos dirigeants, parce que lorsqu'on va avoir des dirigeants bien formés, bien ça voudra dire qu'on va pouvoir permettre que les bases qui sont essentielles pour une progression française soient assurées. Après, nous, au niveau de la Ligue de judo, nous travaillons surtout à faire en sorte que nous développons l'Anti-Guyane, et l'Anti-Guyane aujourd'hui qui a 50 ans, pour qu'avec nos homologues de la Martinique et de la Guyane, eh bien, on arrive à être une région Anti-Guyane forte pour que nous soyons audibles auprès de la Fédération française de judo, avec le travail que fait aussi ceux qui sont au niveau national, notamment Lucie d'Écosse, Teddy Riner, Loïc Corval. Justement, avec tous ces exemples que vous citez, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une élite de judokas guadeloupéens qui pourrait être représentée au niveau national ? Mais il faut se dire les choses. Hein. Actuellement, ce qu'on peut faire, c'est pouvoir permettre à nos espoirs qui, l'année prochaine, qui vont être cadets première année, ils vont être confrontés uniquement à des morphologies, des catégories d'âge similaires, puisque on s'est rendu compte que les 3 années en étant espoir, la 3e année était
en termes de force, de puissance, de niveau, il y avait un décalage qui était trop important. Ça veut dire que le travail que nous allons faire aujourd'hui au niveau du CREJ de la Guadeloupe, c'est de permettre que nos cadets 1 puissent être forts pour pouvoir s'illustrer sur les podiums nationaux et pour rentrer dans le groupe France, mais pour rentrer dans le groupe France, dans les pôles qui sont sur l'Hexagone. Pourquoi? Parce que les déplacements, les coûts des déplacements sont tellement onéreux que nous n'avons pas les moyens. Toujours un problème c'est de la budget. Première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque nous faisons une rencontre au niveau régional ou interrégional, il faut savoir qu'il faut faire 6 combats et 6 combats forts. Nos bons espoirs font 2 combats forts et les 3 autres combats, c'est 3 combats faibles. Donc, ils peuvent pas... Donc, c'est obligé de se déplacer en métropole, etc. On est obligé d'aller à l'international, on est obligé d'aller se confronter à d'autres. Et là, cette année, avec l'équipe technique, nous avons décidé de faire 2 compétitions dans la Caraïbe, notamment par rapport au circuit panaméricain, puisque nous sommes aussi membres de cette panaméricaine, pour leur donner justement des échanges qui soient assez représentatifs pour qu'ils puissent passer à l'étape supérieure. Donc Jacques Hinogue, rapidement, on parlait vous avez vu ce sujet sur l'obésité. Donc sans transition, hein, est-ce que les vertus de ce sport, du judo, peuvent apporter aux jeunes guadeloupéens? L'obésité n'est pas liée seulement à une pratique physique. L'obésité, elle est liée aussi à une corrective alimentaire. L'obésité est liée aussi à un suivi médical. Et c'est tout un ensemble de paramètres qui puissent permettre que l'obésité, on puisse la gérer. Oui. Non, mais justement par rapport au sport, justement la pratique du sport, on peut ça ne peut qu'aider. L'accompagnement par le sport, ça ne peut qu'aider. Mais je dis souvent, il n'y a pas que le sport, il y a aussi le suivi médical, il y a quand même les correctifs alimentaires. C'est tout ça, c'est tous ces phénomènes qui puissent permettre que nous puissions être dans de bonne santé. Un dernier point, quelles sont les principales vertus justement de ce sport? Le judo, les premières vertus, c'est-à-dire c'est l'honneur, la sérénité, c'est toutes les valeurs que nous cultivons, la sincérité. Et je crois que le judo amène surtout un individu à canaliser son énergie. Le judo, c'est quand même c'est une école de vie, c'est tout. C'est une école de vie. C'est 400 000 licenciés et nous sommes quand même aujourd'hui 3e discipline mondiale. Donc c'est une discipline universelle. En espérant que très prochainement, il y ait plusieurs Teddy Riner pour faire honneur au peuple guadeloupéen. En espérant, oui, que... Vous savez, les Teddy Riner, il y en a un, c'est des phénomènes, il y en a un par siècle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de judokas qui intègrent le groupe France. Merci Jacques Hinogue d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de judo de Guadeloupe. Merci. Dans le cadre des Journées du patrimoine, le musée Schellcher ouvre ses portes gratuitement au public. Accompagné d'un guide conférencier, vous pourrez découvrir la collection du plus vieux musée de Guadeloupe qui a enrichi sa collection ces dernières années. Suivez le guide avec Muriel Barlagne. À l'origine, ils étaient 800. 800 objets hétéroclites offerts par l'abolitionniste Victor Schellcher au Conseil général de la Guadeloupe. Un musée leur a été dédié pour permettre l'accès à la culture à tous. Ainsi est né le musée Schellcher, inauguré en 1887. Alors, il faut savoir que ces 800 objets, depuis qu'ils sont arrivés en 1887 en Guadeloupe, ils ont malheureusement connu beaucoup de malheurs, puisqu'il y a eu d'abord un cyclone dévastateur en 1928 qui a arraché le toit du musée et qui malheureusement a causé la perte, la destruction d'un certain nombre de ces collections. Mais enfin, on a quand même une très large partie, je vais dire 80% encore, de la collection donnée par Victor Schellcher qui est conservée et qui est restaurée depuis plusieurs années, régulièrement, tous les ans. Objets personnels et autres trésors ramenés de ses voyages, la collection se veut à l'image de la curiosité et de l'ouverture d'esprit de Victor Schellcher. Au fil des années, le fonds s'est enrichi d'acquisitions concernant surtout l'histoire de l'esclavage et des abolitions. Le tout est exposé sur 2 étages. Le bâtiment a quant à lui connu des rénovations. La plus récente date de 1998, à l'occasion des 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Bientôt, des travaux doivent commencer ici, à l'arrière de l'édifice, afin de construire de nouveaux espaces.
Des espaces pour le public, pour organiser des conférences, un peu de spectacles vivants, des expositions temporaires, ce que le musée n'a pas aujourd'hui. Et puis aussi, peut-être surtout aussi, accueillir des scolaires dans le cadre d'ateliers pédagogiques, ce qui aujourd'hui est un petit peu aussi difficile vu les surfaces disponibles. Donc ce nouveau musée va donc prendre véritablement corps cette année, puisque les travaux de construction, donc d'extension, vont démarrer à la fin de cette année pour se poursuivre à peu près pendant 18 mois et vont permettre à terme donc d'avoir un musée Schœlcher totalement renouvelé. Ce projet d'extension date de 2008. Le conseil départemental n'a pas attendu sa concrétisation pour mettre en place de nouvelles animations. Objectif, attirer 2 types de publics, les scolaires et les autochtones. Une stratégie qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, la fréquentation a plus que doublé, avec 8000 visiteurs par an. Dans quelques mois, l'activité du musée devrait encore se développer entre collections permanentes et expositions éphémères, tradition et modernité. Comme chaque soir, revenons sur les tours d'eau qui concernent nos communes. En ce moment, c'est la commune du Moule qui est concernée jusqu'à demain matin, 6h. Et demain vendredi, à partir de 13h, ce sera le Gosier Ouest, Bas-du-Fort, avec les quartiers de Bas-du-Fort, Grand-Bay, Mathurin, Poussette, Montauban, Route des Hôtels, Pointe de la Verdure, La Dacha, Calvaire, Tabarin, Cité-Élise, Barbès et Goyave. Également, les Saintes seront concernées. Et en dehors des tours d'eau, si vous avez une coupure, vous pouvez contacter le numéro affiché en bas de votre écran. La dernière dépression tropicale poursuit lentement sa route vers le nord en s'affaiblissant. Ce phénomène ne présente pas de danger pour les Antilles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour votre information régionale dès 19h. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et de votre épisode de Camping Paradis. À demain sur Alizé Guadeloupe. Bonne soirée.